Bienvenue dans le podcast Soignant Entrepreneur. Je suis Solène, orthophoniste et entrepreneur, et tous les vendredis à 8h, je te partage, seule ou en compagnie de mes invités, les clés essentielles de la réussite entrepreneuriale et de l'épanouissement en tant que soignant libéral. Si le podcast te plaît, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles et de le partager à un ami soignant entrepreneur qui en a besoin. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, je suis avec le docteur Eric sur les réseaux sociaux. Salut Eric, Salut Solène. comment tu vas? Ah bah ça va super. Eh ben super. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation dans le podcast. Je te laisse te présenter pour les personnes qui te connaissent pas spécialement. Qui es-tu? Que fais-tu? Très bien. Eh ben déjà, je suis très heureux que tu m'aies proposé d'enregistrer cet épisode. Donc, pour me présenter rapidement, moi, je suis médecin généraliste en maison de santé pluriprofessionnelle en Loire-Atlantique. Et puis, je suis également chargé d'enseignement, maître de stage universitaire. Et puis, plus récemment, depuis 2022, je suis également créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube. Et puis, je participe aussi à la rédaction d'articles pour des sites à la fois pro comme Doctolib ou grand public comme Doctissimo ou Marie-Claire. Ok. Donc une activité au final assez variée. Donc beaucoup Voilà, je suis bien occupé d'activités. effectivement au quotidien, avec d'un côté l'activité clinique, le soin, le contact avec les patients, et puis de l'autre la transmission, le côté avec la faculté, les étudiants, et puis plus récemment les réseaux sociaux, le grand public, ce qui est très chouette. Ok. Et du coup, là, à l'heure actuelle, ton activité de médecin te prend combien de temps en proportion par rapport à toutes tes autres activités? Alors, je sais que l'enseignement et tout, ça fait partie de l'activité de médecin, mais plutôt, je voulais dire l'activité clinique avec les patients, ça te prend combien de temps en proportion, du reste? Ouais, l'activité clinique, ça reste mon activité majoritaire, principale, hein. C'est 4 jours par semaine, voilà, plein d'activités. Euh, voilà, l'enseignement, j'ai actuellement 2 étudiants, enfin voilà, 2 jours de la semaine où je suis accompagné d'un étudiant au cabinet et je fais plusieurs journées d'enseignement à la fac, donc avec des cours qu'il faut évidemment préparer en amont. Mais voilà, non, non, mon activité principale reste une activité de soignant, de médecin généraliste au sein d'une maison de santé. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer sur les réseaux, de faire de la rédaction d'articles, en parallèle donc de ton activité clinique? Pourquoi t'être relancé? Euh, En fait, c'est l'envie, elle est très ancienne. J'étais encore étudiant, j'étais interne, j'avais déjà envie de faire de la vulgarisation, en fait, de vraiment de transmettre des connaissances médicales, de partager ce que moi j'étais en train d'apprendre à l'époque. Mais c'est vrai que je me sentais pas forcément très légitime. C'est vrai que maintenant que je suis installé, que j'ai un peu plus d'expérience clinique, c'est vrai que je me sens un peu plus à ma place pour le faire. Donc l'envie, voilà, elle est vraiment ancienne. Et puis c'est aussi une rencontre qui a été décisive avec Grégoire, alias Major Mouvement, avec qui j'ai eu l'occasion d'enregistrer un podcast. C'est vrai qu'en échangeant avec lui, en voyant voilà, quelle était sa démarche pour lui d'être sur les réseaux, j'ai trouvé ça hyper chouette et ça m'a vraiment donné envie de me lancer. C'était aussi le bon timing pour moi. Voilà, je venais de cofonder la maison de santé où je suis actuellement. Et c'est vrai que voilà, j'avais envie peut-être d'un nouveau projet. Et c'est vrai que ça s'y prêtait bien, voilà, pour partager des connaissances, aborder aussi de la prévention, des sujets qu'on n'a pas forcément le temps de développer en consultation, où c'est très quand même centré sur le curatif. Et finalement, j'ai découvert aussi tout un univers, tout un autre monde presque parallèle sur les réseaux sociaux et la santé. Pour moi, si j'exagère un peu, mais Instagram, c'était vraiment les photos de vacances, et puis YouTube, les clips vidéo. Et j'ai découvert que non, il y avait tout un univers sur les réseaux sociaux autour de la santé, et avec aussi pas mal de fake med. Et donc, je pense que voilà, en tant que soignant, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais on a aussi une place à jouer, je pense, sur justement comment lutter contre ces fausses croyances, les idées reçues sur les réseaux. Ok. Et alors, il me semble, enfin, je te suis depuis un moment sur Instagram maintenant. C'est Euh, sympa. On a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois et il me semble avoir vu passer les moments justement où tu as pu enregistrer des podcasts avec Grégoire, alias Major Mouvement. Tu étais déjà, non, sur les réseaux avant l'enregistrement du podcast ou c'est l'invitation était plus ancienne et c'est ça qui t'a donné envie toi aussi de te lancer? Euh, Comment ça s'est passé? Et toi, dans la démarche justement de Grégoire, qu'est-ce qui t'a inspiré et donné envie de t'aventurer dans cette voie-là? Non, non, je me suis lancé vraiment après avoir enregistré un premier podcast. En fait, c'était pour Doctolib où je venais partager mon expérience en tant que médecin justement au sein d'une équipe pluripro et comment on travaille à plusieurs.
C'est la saison 2 du Kinélab, le podcast développé par Doctolib. Et c'est à ce moment-là, voilà, en discutant avec Grégoire, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que derrière l'image que moi j'avais un petit peu des réseaux, que vraiment c'est de l'entertainment, c'est de l'amusement, c'est du divertissement, et ben il y a quand même un message, il y a quand même des idées, des messages à faire passer. Voilà. Et pour Grégoire, en tant que kiné, c'est évidemment de lutter contre la lombalgie chronique, de remettre les gens en mouvement, de faire bouger les gens, de faire en sorte que voilà, les gens ne restent pas bloqués dans leur douleur ou dans la sédentarité. Et je trouvais ça intéressant, justement, voilà, comment on amène du fond, comment on amène de la connaissance, comment on partage, comment on vulgarise des messages, euh, en tenant compte des codes, évidemment, des réseaux sociaux et en allant chercher ce qui peut intéresser, ce qui peut, voilà, amener des gens vers de la connaissance. Et je trouvais cette passerelle, finalement, voilà, pour moi, de donner un autre sens à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. D'accord. Et en réalité, en fait, tu mélanges le langage médical avec le langage vulgarisé, le langage commun, plus le langage des réseaux. Comment est-ce qu'on combine ces trois langues différentes? Est-ce que c'est facile de créer du contenu vulgarisé pour les réseaux ou est-ce que c'est un gros travail de réflexion? Non, j'ai découvert que c'était vraiment pas facile. Enfin, j'avais de l'intuition déjà, mais avec l'expérience, non, non, franchement, c'est pas facile. Parce qu'il faut adapter le langage. Et puis après, au-delà du message et des mots employés, il y a vraiment la façon d'intéresser les gens, la façon d'amener un sujet. Mais c'est ça que je trouve hyper stimulant et très chouette aussi dans l'exercice. Moi, ça fait très longtemps que j'ai découvert que j'aimais écrire, que j'aimais voilà, synthétiser, aller chercher des infos. J'ai découvert avec ma thèse, avec les articles que j'ai pu rédiger par la suite. Et c'est vrai que ça venait aussi se combiner avec un autre intérêt que j'ai pour bah, l'image. Alors c'était plus de la photo, du coup je me suis mis à la vidéo. Mais c'est vrai que voilà, comment on passe aussi des messages avec les mots, mais aussi sur la forme, avec vraiment l'image, ou avec les codes des réseaux sociaux comme les mèmes ou ces images voilà, qu'on va détourner. Et finalement tout ça dans l'idée de transmettre un message. Et c'est vrai que les réseaux, c'est aussi le fond, mais c'est aussi beaucoup la forme. Et comment rendre ludique, comment rendre accessible des connaissances, c'est ça que je trouve vraiment stimulant. Mais j'ai découvert que c'était non pas facile du tout. Mais j'aime bien cette idée voilà, d'allier à la fois la connaissance scientifique et puis la vulgarisation, la transmission de l'information, ce que j'avais déjà un peu avec le côté universitaire auprès des étudiants. Et puis là, vraiment, c'était cette envie d'aller plus du côté du grand public et vraiment comment on peut se sensibiliser sur des sujets de prévention et aider les patients à savoir vraiment quel est le bon moment, par exemple, pour consulter ou que faire face à certains symptômes. Oui, parce que du coup, je précise pour les personnes qui nous écoutent et qui te connaissent pas forcément encore. De toute façon, je mettrai le lien de ton Instagram dans la description. En gros, ce que tu fais, c'est essentiellement de la vulgarisation à l'attention des patients avec des infos de santé, on va dire, basiques, en fait, que tout le monde devrait connaître, mais que malheureusement, les gens ne connaissent pas, c'est ça? C'est ça, c'est complètement l'idée, ouais, ouais, c'est de faire vraiment de la prévention, de la sensibilisation sur des sujets, de parler aussi des sujets dont on n'a pas vraiment l'occasion de parler. C'est vrai que j'ai fait des vidéos sur l'autisme, sur le handicap mental, qui sont des sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup de contenu, ou alors du contenu qui est évidemment parfois un peu faux ou un peu orienté. Et donc l'idée justement, c'était aussi voilà, comment on peut amener des sujets qui sont peut-être pas faciles, souvent méconnus, et puis essayer d'en parler simplement, et que c'est aussi une opportunité d'amener ces sujets-là. Bah, dans le grand public. Euh, ouais. Ok. Et là, il y a eu beaucoup je sais pas si le terme polémique est adapté, mais depuis que justement ça s'est, on va dire, banalisé, généralisé, le fait qu'il y ait des professionnels de santé, médecins, kinés ou autres, qui donnent des conseils sur les réseaux sociaux à l'attention du grand public, il y a une partie du corps soignant qui a un peu tendance à voir ça d'un mauvais œil. euh, En disant que, enfin, c'est pas si simple, qu'on peut pas, par exemple, donner des conseils qui valent pour tout le monde, ou tout simplement qui voit d'un mauvais œil le fait que une profession sérieuse soit exposée sur les réseaux. À ton avis, pourquoi ce regard-là? Pourquoi des gens pensent ça? Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est des questions que je me pose, que je n'ai pas encore complètement résolues. C'est vrai que en France, je pense que on n'a pas cette culture de que les professionnels, notamment de santé, soient exposés directement en leur nom propre sur les réseaux sociaux. On va avoir les cliniques, les hôpitaux, les institutions ou les grandes institutions françaises, le ministère de la Santé, Santé publique France, l'assurance maladie, qui vont apporter du contenu ou être présents sur les réseaux et les médias. Autant c'est vrai que les soignants, en tant que personnes, on passe cette approche-là et c'est très encadré par l'ordre. On est une profession réglementée. On peut pas dire n'importe quoi.
même si certains le font. Ça, on pourra en parler aussi. Mais en tout cas, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé reconnu, inscrit au Code de la santé publique, on a un devoir quand même d'apporter des informations qui sont avérées, qui sont fiables. Mais c'est aussi une des missions, hein, dans le Code de déontologie, on a aussi une mission d'information auprès du grand public. Et moi, je trouvais, venait compléter vraiment mon activité de soignant ou d'enseignant. C'était voilà, cette troisième dimension qui était de comment on peut participer à des messages de santé publique, à de la prévention auprès de personnes, grand public, qui ne sont pas encore des patients, qui ne sont pas encore dans le système de santé, mais qui justement devraient peut-être consulter ou s'intéresser davantage à leur santé ou modifier leur comportement pour prévenir des problèmes de santé. Et donc voilà, comment on touche le grand public. Et c'est vrai que je pense qu'on est dans une société où il y a quand même une grande défiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des grands groupes médiatiques, vis-à-vis des institutions, que ce soit le gouvernement, le ministère, voilà, ou les entreprises pharmaceutiques, Big Pharma. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que soignant, on a encore un petit peu quand même la confiance des patients, du grand public, et que je pense qu'on est peut-être aussi adapté pour vraiment incarner des messages, transmettre des messages entre bah, justement d'un côté ces institutions, les médias, et de pouvoir justement personnaliser peut-être aussi des messages. On a cette chance d'avoir le contact régulier avec des patients avec qui on est habitué à transmettre de l'information, à vulgariser déjà en consultation. Et je pense qu'on a quand même des ressources pour le faire. Alors évidemment, on a tous des emplois du temps bien remplis. Donc je pense que ça implique quand même une certaine volonté, une certaine démarche proactive. Et donc, non, je trouve ça chouette. En tout cas, moi, je trouve ça hyper, hyper intéressant, hyper enrichissant. Et c'est vrai que je voulais, moi, mon idée, c'était de parler au grand public. Et finalement, je me rends compte dans les personnes qui me suivent, il y a beaucoup de soignants, beaucoup d'étudiants en santé. Après, je pense que forcément, les personnes qui s'intéressent aux questions de santé, ben, sont soit soignants, soit peut-être dans les filières santé. Mais en tout cas, oui, c'est assez étonnant de voir qu'une grande partie des gens qui me suivent sont dans le milieu de la santé. Ok. Bon, bah, c'est bien si du coup il y a d'autres soignants qui peuvent s'ouvrir un petit peu à cette démarche. Et justement, tu parlais bah, voilà, du fait qu'on soit dans une profession réglementée. Dans les personnes avec qui j'échange ou que j'accompagne enfin, au quotidien, il y a beaucoup la question de, justement, quand on est dans une profession réglementée et qu'on a envie de communiquer sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait pour pas risquer de tomber ben, sur certains points, par exemple, si quelqu'un nous envoie un message dans l'exercice illégal, soit de la médecine, soit de l'orthophonie, soit de la kiné, enfin voilà, de sa profession. Comment on fait aussi quand on s'expose, quand on montre qui on est sur les réseaux et du coup que les gens savent notre profession pour pas faire de la publicité illégalement pour son cabinet puisqu'on n'a pas le droit d'en faire. Comment toi, tu as géré ces questions-là? Est-ce que tu as envoyé des mails ou des courriers à l'ordre pour avoir leur aval? Enfin, comment toi, tu gères ces questions-là? Quand je gère, j'essaye de dissocier les deux, c'est-à-dire que moi, la présence sur les réseaux, c'est pas du tout pour faire de la pub. De toute façon, j'ai pas besoin, je ne prends pas de nouveaux patients et clairement, on manque pas d'activité en tant que généraliste. Donc non, il faut vraiment dissocier les deux. Donc j'exerce. Je suis présent avec mon vrai nom. J'ai un pseudonyme, mais qui est mon vrai nom, parce que c'est une demande de l'ordre de ne pas avancer justement en étant masqué ou sous un pseudonyme. Donc j'assume de mettre mon nom souvent un peu incomplet, le nom de famille. Je vais me contenter d'une initiale pour rester discret. Il n'y a pas de lien vers mon agenda Doctolib. Alors évidemment, si on croise des infos, on peut me retrouver. Hein, je ne suis pas non plus complètement caché sur les moteurs de recherche. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de dissocier les deux. Et quand j'interviens, que ce soit dans un podcast, dans des émissions, sur des articles, je vais aussi, là aussi, éviter de préciser la ville où j'exerce, le nom de la maison de santé, voilà, parce que c'est des détails qui ne sont pas nécessaires. L'idée de communiquer sur les réseaux, c'est de communiquer des messages de santé publique, de la prévention, de la sensibilisation sur des sujets. Et effectivement, pour éviter ce côté, ce qu'on pourrait reprocher comme étant de la publicité, de donner le moins d'infos possible, à part mon nom peut-être, parce que c'est important quand même de savoir qui parle, sur là où j'exerce et les coordonnées encore plus de mon agenda de prise de rendez-vous, ce qui n'est pas le lieu. Voilà. Ok, donc ça évidemment ça va, c'est du bon sens, voilà, de pas aller faire de la pub pour son cabinet, pour sa maison de santé. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens qui te posent une question, enfin médicale, mais pas généraliste, vraiment sur leur cas à eux, par exemple dans tes messages privés sur Instagram, et comment tu réagis quand c'est le cas, parce que Je c'est un peu reçois, délicat. ouais, c'est une vraie question. Je reçois quelques messages, pas tant que ça. J'ai pas non plus une visibilité énorme, mais il arrive que je reçois quand même des messages ou des petits commentaires sur les vidéos. Et évidemment, je peux pas répondre à des questions personnelles. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de répondre sur des grands sujets, sur des questions générales, mais sur une situation en particulier, non, il faut pas répondre et je peux pas répondre parce que ça s'assimile à l'exercice illégal de la médecine, ou en tout cas de la médecine foraine, enfin tout ce qui est voilà exercice.
non autorisé et c'est pas la place évidemment sur les réseaux sociaux. Donc je peux pas donner d'avis personnel. Maintenant, si quelqu'un a une question d'ordre général, bah oui, je trouve que c'est autant d'occasions d'y répondre et que la réponse profite à tout le monde. Euh, donc voilà, je pense que, mais c'est le cas de tous les soignants sur les réseaux, c'est qu'on peut pas répondre à des questions évidemment trop précises ou trop personnelles. Ok. Et est-ce qu'il y a déjà d'autres collègues qui t'ont fait des retours négatifs sur ce que tu fais, pas forcément sur le fond, mais dans le sens, ouais, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne chose d'être sur les réseaux? Est-ce que tu as déjà été confronté en fait au regard de collègues? Et si oui, comment tu l'as géré? Alors, assez peu parce que j'ai rien dit à mes collègues en fait. Voilà, j'étais pas non plus hyper à l'aise dans ce rôle-là, donc voilà, je n'ai pas informé mes collègues. Alors, certains ont fini par le savoir parce que soit ils ont eu des suggestions, soit j'ai fini par en parler évidemment de ce que je faisais. Mais non, non, ça se passe bien. Ils ont un regard plutôt positif. Ils se disent qu'évidemment, ils se projettent pas du tout dans cet exercice-là. Donc c'est plutôt étonné, amusé, intrigué, mais non, non, avec quand même pas mal de bienveillance et voilà, plus de curiosité, je dirais. Ouais, bah, je partage un peu ton avis parce que souvent je parle à des personnes qui me disent ah mais j'ai trop peur si mes collègues apprennent que je suis sur les réseaux. Mais en fait, la plupart du temps, pour avoir moi-même reçu des retours de personnes qui savaient pas du tout ce que je faisais et qui ont fini par tomber sur mon profil, la plupart du temps, en fait, c'est ultra bienveillant et ou au pire, ils s'en foutent quoi. Et C'est ça. voilà. Tant que nous, on sait qu'on fait de mal à personne, c'est le principal. Donc, ouais, non, non, c'est vrai que voilà, les quelques collègues avec qui j'ai eu des retours sont allés voir, sont allés jeter un œil, mais effectivement, c'est pas la cible. Et puis, voilà, ils sont plutôt voilà, amusés, mais ça va pas beaucoup plus loin. Ok. Et dans ta vie, à la fois personnelle et de médecin, qu'est-ce que ça t'a apporté de te lancer sur les réseaux? Alors, dans la vie personnelle, je sais pas ce que ça m'a apporté vraiment. Par contre, je sais ce que ça m'a pris, du temps, beaucoup de temps. Clairement, les réseaux sociaux, d'être présent, bah, ça signifie quand même d'investir pas mal de temps. Moi, j'y étais pas beaucoup sur les réseaux, donc c'est vrai que je suis quand même un peu obligé de consommer davantage de contenu pour quand même voir un peu ce qui se fait, comprendre comment ça marche. Moi, il y a 3 ans, je savais pas ce que c'était une story, je connaissais pas les shorts sur YouTube, et donc c'est vrai qu'il a fallu quand même m'acclimater avec cet univers et puis voilà, voir un peu ce qui se faisait. Mais finalement, après, ce que ça m'a apporté que si, quand même, avec les proches, c'est des discussions finalement de santé avec mes amis sur certains sujets. Et c'est assez étonnant de voir voilà, que certains amis, certains proches vont accrocher, vont être très intéressés. Ah, j'ai vu ta vidéo sur tel sujet, voilà, moi ça me parle parce que ça fait écho, etc., à mon histoire. Ou bien j'ai vu passer ton article, voilà, c'est hyper intéressant. Donc c'est vrai que ça amène des discussions parce que voilà, on va avoir des sujets très précis et voilà, et je découvre que certains amis me suivent, me l'avaient pas dit, et puis finalement il y a un jour on va se croiser et puis voilà, ils vont me parler d'un sujet que j'ai publié il y a plusieurs semaines, c'est assez rigolo. Ça, c'est vraiment côté perso. Côté pro, c'est pareil, mais mes patients sont pas forcément au courant. Encore une fois, je ne sais pas vraiment les deux. Donc, et je crois qu'il n'y a aucun patient qui m'en a parlé. Euh, à part quelques collègues, voilà, les patients sont pas au courant. Mais ce que j'ai découvert, enfin, ce que j'avais pas forcément envisagé a priori, c'était que pour préparer, voilà, que ce soit une vidéo sur YouTube, un carrousel sur Insta, enfin, quelle que soit la publi, c'est qu'en fait, je passe beaucoup de temps à vérifier ce que je dis, à vérifier vraiment les informations, les sources, à croiser vraiment un travail un peu de journaliste, mais en tout cas vraiment de m'assurer que je dis pas de bêtises. Et finalement, je me rends compte que plein de choses parce que je viens voilà, vérifier des chiffres, revérifier des connaissances, me poser des questions voilà, qu'on se pose peut-être pas en pratique clinique parce qu'on fait un petit pas de côté justement sur qu'est-ce qui pourrait intéresser, et qu'est-ce que les grands publics, les non-soignants voudraient savoir. Et finalement, bah, j'apprends aussi, moi, plein de choses. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. C'est aussi une forme de formation continue. Voilà, puis au quotidien, bah, ça reste ouais, un espace de créativité, un espace un peu plus léger aussi, voilà, dans mon quotidien de soignant, voilà, un petit pas de côté vis-à-vis des patients. Ouais, donc c'est un enrichissement personnel en fait, intellectuel, euh, qui sort un petit peu du quotidien, quoi, si je résume, c'est ça? Exactement, ça me sort du quotidien, tout en restant sur un sujet qui m'intéresse, la santé, avec ce petit côté voilà, créativité, image, transmission. Et puis aussi, ça me permet de créer des opportunités, ça c'est très chouette, parce que voilà, ça me permet, bah, comme aujourd'hui, d'enregistrer un podcast, d'échanger, de rencontrer d'autres créateurs de contenu, d'autres soignants. Il y a vraiment une vraie communauté, et c'est vrai que ça peut paraître très, comment dire, très sur les réseaux, très artificiel. Et en fait, bah, il y a aussi des vrais gens derrière. Et on a quand même des occasions de se rencontrer ou d'échanger, et c'est hyper intéressant. Voilà, j'ai été sollicité par la Ligue contre le cancer pour enregistrer une vidéo sur le vaccination contre HPV.
J'ai une proposition de podcast sur une radio nationale. Enfin voilà, je trouve que ça ouvre pas mal d'opportunités. Donc c'est aussi voilà, un enrichissement et ça permet vraiment de diversifier la pratique, de sortir, de casser un peu la routine, de participer à des événements auxquels on ne serait pas invité spontanément. Donc non, je trouve ça très, très sympa. Donc, malgré le côté chronophage, tu arrives à y trouver ton compte. Et si c'était à refaire, tu le referais? Ah ouais, moi je suis hyper content. Et puis voilà, personne ne m'attend sur les réseaux, personne, voilà, j'ai pas de contraintes. C'est les seules contraintes, c'est celles que moi je me mets. J'ai aucun enjeu financier derrière. C'est que ça me prend du temps, ça me rapporte rien, si ce n'est des opportunités de croiser du monde, d'apprendre des choses, j'espère transmettre quelques infos au grand public. Donc non, non, c'est que du plus. Trop bien. Trop bien. Et ça, c'était vraiment la partie voilà, réseau qui est, bah, on va dire, le cœur de ton activité publique hors médecine. Je voulais aussi parler avec toi du côté un peu plus justement pratique, enfin pas pratique clinique, mais quotidien de soignant, parce que je sais que c'est un autre sujet qui te tient à cœur et qui ben, concerne toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont soignantes. Donc toi, tu as trouvé un moyen en dehors de ton travail aussi de trouver quelque chose qui t'épanouit. Dans ton travail, il me semble savoir aussi que tu es quand même quelqu'un d'assez épanoui en tant que médecin. Mais pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, il y a beaucoup de soignants qui sont malheureux dans leur quotidien et soit qui se réorientent, soit qui font un burn-out, soit qui subissent, mais qui sont pas heureux, quoi. Le quotidien des soignants, il n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on est quand même exposé à la souffrance, à la maladie, au handicap. On est dans un système où il y a de plus en plus de contraintes administratives, une charge de travail, des horaires, des responsabilités toujours plus grandes. Et c'est vrai que les conditions, on en parle beaucoup, mais c'est une réalité, hein. Aussi bien à l'hôpital sont de plus en plus dégradées. Moi, je suis en ville, mais je le constate aussi qu'on a de plus en plus de contraintes qui se surajoutent. Et en face, on a des revenus qui stagnent, des métiers qui sont quand même parfois dévalorisés ou en tout cas mal considérés. Et tout en étant dans une société où finalement, de consommation de biens, de services, c'est vrai que les soins se retrouvent assimilés à une forme de service. On devient prestataire un peu de service dans une société de l'immédiateté, du tout de suite. Voilà. Et puis c'est vrai que moi j'ai des amis qui font complètement autre chose et on est aussi dans une époque des RTT, des loisirs, des hobbies. Et c'est vrai que de faire des semaines à rallonge, de travailler, de faire des gardes pour certains, de travailler de nuit, d'être en décalage, et ben parfois on se demande un peu, voilà, quel est le sens de tout ça. Je pense qu'on a quand même la chance, c'est d'avoir un métier qui a du sens, et on l'a vu avec la crise Covid et beaucoup de questionnements de certains sur leur métier. On a quand même cette chance d'avoir un métier qui est utile, je l'espère, à la société et pour lesquels on a des retours, une gratification avec les patients voilà, qui viennent nous voir et qui nous font des retours sur notre accompagnement. Mais c'est vrai que voilà, les conditions sont pas toujours évidentes et la souffrance au travail, c'est quand même une réalité chez les soignants. Pour plein de raisons aussi, hein. C'est vrai qu'on est, voilà, on a envie de soigner, on a parfois du mal à dire non. Quand on est en libéral, eh ben, ça peut aussi parfois être le danger du travailler plus pour gagner plus, mais finalement au détriment de son temps libre ou de sa vie de famille, sociale, amicale. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver qui est pas toujours évident. Ok. Tu penses que ce qui pèse le plus dans le quotidien des soignants, c'est plutôt la pression, on va dire, de gestion, ou est-ce que c'est plutôt le côté difficile du métier, un combo des deux? Je pense que ça dépend des conditions vraiment d'exercice. Moi, je trouve que la gestion au quotidien, et pourtant, voilà, j'ai cofondé Maison de Santé, on est 25, il y a quand même pas mal de choses à gérer en termes d'organisation, voilà, dans la mise en place, mais aussi dans le quotidien d'une structure voilà, où on est 25. Donc, il y a quand même pas mal d'activités de gestion. Mais je trouve que de l'autre côté, c'est hyper enrichissant parce qu'on est une équipe de personnes, de soignants motivés avec plein de projets, plein d'idées, où voilà, on a des contraintes supplémentaires, mais on peut partager aussi ces contraintes. Et on a aussi tout ce cadre de travail, cet environnement qui est quand même plus épanouissant, en tout cas moi je le trouve personnellement, que d'être tout seul ou à deux ou trois. C'est vrai que d'avoir vraiment une équipe, et ben, c'est aussi une solidarité, une entraide, y compris dans les moments qui sont moins faciles. Donc je pense que vraiment de construire un cadre de travail, quand on a la possibilité de le faire, hein, c'est vrai qu'à l'hôpital, par exemple, c'est peut-être moins la possibilité de choisir ses collègues ou ses conditions de travail. Mais en tout cas, en libéral, on a encore quelques petites libertés pour certaines professions. Et c'est vrai que je trouve que de pouvoir voilà, organiser à la fois son temps, choisir ses collègues, choisir ses conditions et essayer de trouver un équilibre vie pro, vie perso, c'est vraiment important. Je pense de re-questionner aussi cet équilibre au cours du temps parce que notre vie, elle évolue. Parfois, on devient parent, parfois, on déménage, parfois, voilà, la vie de couple, la vie de famille fait qu'on a du temps en plus, en moins, des envies qui évoluent au cours du temps. Et c'est vrai que quand on a la possibilité, je pense que c'est bien aussi des fois de d'oser
changer, d'oser re-questionner son cadre de travail pour modifier. Moi, j'étais installé enfin, j'ai été longtemps remplaçant, comme beaucoup de médecins. Puis je me suis installé de façon un peu opportuniste dans un cabinet où on était deux. Et puis très vite, j'ai vu que ça ne me convenait pas, que j'avais envie d'un cabinet avec plus de projets, plus grand, plus de collègues. Et voilà, et à un moment donné, après quand même plusieurs années, j'ai arrêté pour transférer mon activité dans un nouveau cabinet. Donc ouais, certains m'ont dit, mais voilà, c'est pas facile quand même, tu vas devoir recréer une patientèle. C'était pas très compliqué de retrouver des patients, mais en tout cas, refaire connaissance avec plus de 1000 personnes, c'est vrai que c'est pas évident. Mais je le referai encore une fois, si c'était à refaire, je le referai, ouais. Donc je Ok. pense qu'il faut questionner et est-ce qu'on est bien dans son organisation, dans sa pratique? Est-ce qu'on s'y retrouve? Et puis si c'est pas le cas, bah, essayer de voir voilà, qu'est-ce qui est possible. Et parfois, il faut, je pense, oser aussi des fois prendre des décisions ou changer, évoluer pour essayer de trouver bah, ce fameux point d'équilibre pour être bien. Parce que je pense voilà, pour bien soigner, bah, il faut soi-même être dans des bonnes conditions et être bien dans sa tête et ses baskets. Ouais. Oui, ouais, ouais. Et c'est super intéressant et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que ben pourtant, tu parlais du fait de partager les contraintes en étant en maison de santé, de travailler en équipe. Je connais malheureusement beaucoup de soignants pour qui se mettre en maison de santé, pour eux, ça a été une catastrophe. Ça s'est super mal passé, mauvaise entente, grosse pression. Il y en a que ça a poussé même au burn-out. C'est quoi le secret ou à ton avis ce qui fait que ça fonctionne bien, que tout se passe en harmonie et qu'on peut s'épanouir en fait dans ce cadre-là? Je pense que c'est très lié aux personnes et à la volonté. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision commune. Enfin, je pense, hein, j'ai une petite expérience de quelques années en maison de santé, qui est une expérience parmi plein d'autres. Et je sais que ça ne se passe pas toujours très bien. Je pense le travail en équipe, le travail en réseau, le regroupement en maison de santé ou en d'autres formes d'exercice coordonné, c'est de la charge administrative, c'est de la contrainte, c'est du protocole, c'est de la formalisation, mais ceci est beaucoup de l'humain. Et je crois que malgré tout, pour que ça fonctionne, c'est bah, de bien s'entendre, effectivement. Hein, et pour bien s'entendre, c'est d'avoir une vision commune, c'est d'avoir des valeurs vraiment partagées sur bah, ce qu'on attend du regroupement et de ce qu'on y met, en fait. Et je pense d'être vraiment raccord sur la façon de travailler, le rapport peut-être au travail, le rapport avec les patients. C'est vraiment important. Nous, dans notre projet, ce qui est assez singulier, c'est que c'est quasiment pour plus de la moitié de l'équipe, c'est une primo-installation. C'est-à-dire qu'on a conçu l'équipe euh, pour créer cette maison de santé. Là où pour beaucoup d'autres projets, la maison de santé va être un regroupement de professionnels qui sont déjà installés et à un moment donné, il y a une décision souvent politique, territoriale ou à l'initiative de quelques professionnels de se regrouper. Mais pour certains, c'est un peu vécu comme étant un marche forcée ou en tout cas un peu subi. Alors pour notre projet, mais c'est pas le cas de tous les projets, j'en ai bien conscience. Voilà, les gens sont venus parce qu'ils avaient envie de travailler en équipe, parce qu'ils avaient envie de monter des projets à plusieurs. Beaucoup venaient de l'hôpital et ils voulaient s'installer en ville avec cette idée de retrouver non pas la hiérarchie ou le rapport très vertical de l'hôpital, mais cette idée justement de partage, de réunion, de concertation, de projet, de travail en équipe sous une forme plus horizontale. Et donc ce qui est très chouette, c'est que bah, voilà, au quotidien, on est une équipe pour lesquelles voilà, on a beaucoup de valeurs partagées, notamment le travail en équipe. Ok. Donc en fait, c'est un peu l'idée de se tirer vers le haut plutôt que être un peu en mode l'un marche sur les plates-bandes de l'autre. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se faire avancer chacun en même temps, quoi, si je comprends bien. C'est chacun avance en même temps et l'expertise de chacun vient compléter l'expertise de l'autre et de se dire qu'on est tous complémentaires, on est tous les différents maillons d'une grande chaîne ou d'une équipe vraiment au service d'un patient. Et c'est vrai que les patients qui nous consultent, qui nous sollicitent, ils ont vraiment ce sentiment, en tout cas c'est le retour qu'on a, d'être accompagnés, pris en charge par une équipe parce qu'on est capable de l'adresser à un autre praticien, parce qu'on est capable d'avoir l'avis d'un autre soignant qui a son réseau, qui a son expertise et vraiment voilà, de répondre à toutes les problématiques qu'on peut être amené à rencontrer. Et donc les patients, eux, se sentent soutenus vraiment par une équipe et non plus par un praticien. Alors même dans les petits cabinets ou les praticiens qui sont tout seuls, on n'est jamais vraiment isolé. Beaucoup travaillent quand même en réseau avec des structures, des hôpitaux. Mais c'est vrai que là, de formaliser ça dans des locaux communs, avec un projet de santé qui nous regroupe, c'est vrai que ça fait quand même une différence. Ouais, oui, et puis il faut pas oublier qu'effectivement, la base du métier de santé, enfin des métiers de soins et de soignants en général, c'est d'être au service du patient. Donc voilà, faut que l'intérêt commun aille dans le même sens que l'intérêt du patient. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans ce que tu disais, bah, de le souligner parce que faut pas perdre ça de vue. Et
par rapport au fait, ce que tu disais tout à l'heure, de trouver un équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle, son métier de soignant et et son temps, son épanouissement. Est-ce que tu penses que c'est incompatible avec le fait d'être un bon soignant aussi, de penser à soi, de penser à sa liberté, de penser à être bien? Parce que on a un peu tendance à opposer un peu ces deux notions, penser à soi vs penser aux autres. Comment est-ce que toi tu vois les choses sur ce sujet-là? Je pense que c'est hyper important de penser à soi, évidemment, pour être capable, pour être disponible, pour avoir envie de soigner, d'accompagner, de soutenir. Il faut évidemment y penser à soi et pas s'oublier. C'est vrai qu'en tant que soignant, souvent, on est très dans l'empathie, dans tourner vers l'autre. Euh, mais on ne peut pas accueillir comme ça indéfiniment toute la souffrance et toute la maladie. Et donc, on a besoin, nous aussi, d'avoir d'autres façons d'être soutenus. Et je pense qu'en ce sens, le travail en équipe nous protège aussi d'avoir un cadre de travail qui nous correspond est vraiment important. Je pense aussi d'avoir un emploi du temps qui est pas toujours le même, ou en tout cas d'avoir une journée peut-être off, ou une journée famille, une journée avec un loisir, ou une journée sur les réseaux. Enfin voilà, d'avoir d'autres projets aussi, de casser un peu la routine de ces semaines. Je pense que c'est quelque chose aussi qui peut nous préserver de l'épuisement, en fait, d'avoir vraiment l'impression d'être dans un tunnel, dans une répétition. Et c'est vrai que moi, une journée où je suis sur les réseaux, une journée où je suis à la fac, finalement, où j'échange avec des étudiants qui sont voilà, en apprentissage, qui sont ultra motivés, hyper curieux, ça me permet, moi, de prendre conscience de tout ce que je fais au quotidien et donc un peu en mode routine et de réaliser voilà, tout ce que j'ai, moi, intégré comme compétences, tout ce que je peux mettre en œuvre au quotidien. Et je trouve que c'est hyper stimulant, c'est hyper motivant. Et puis quand je reviens le lendemain consulter, je suis hyper content d'être là. Voilà. Le métier de médecin, évidemment, c'est hyper stressant. Alors c'est un peu paradoxal, mais je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. Mais ouais, les journées me fatiguent en fait. Les journées de consultation, c'est vraiment fatigant. Euh, Parce que même si on est assis, c'est assez sédentaire, hein, on est un peu debout parfois, mais on est quand même beaucoup assis à discuter. Mais voilà, on accueille de la souffrance. On essaye de réagir de façon appropriée aux patients, de prendre les bonnes décisions, de gérer les coups de fil, de gérer les messages, de gérer les patients qu'on n'arrive pas à placer parce qu'il n'y a plus de place. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, même si je ne fais pas des grosses journées par rapport à d'autres collègues, j'ai pas une amplitude horaire très très large, mais il n'empêche que c'est fatigant. Et c'est vrai que moi, ça me ressource de finalement voilà, prendre le temps d'écrire un article, d'aller à la fac, échanger avec des étudiants. Ça me fait du bien. Ça me permet aussi de m'interroger un peu sur mon métier, voilà, de faire ce petit pas de côté sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et je trouve de revenir en étant plus motivé et à 200% disponible avec les patients. Ouais, d'avoir un peu moins la tête dans le guidon, quoi. Exactement. Et en dehors cet échappatoire, si on peut dire, en dehors des journées de consulte, pendant les journées, est-ce que voilà, tu mets des choses en place justement pour mieux vivre ce côté stressant où on accueille la douleur, la charge de travail, etc. Il y a la pause déjeuner. Non, c'est vraiment, c'est assez trivial, mais ouais, la pause déjeuner, et notamment avec les collègues. Même si souvent on parle beaucoup de patients, on parle aussi beaucoup de ce qu'on a fait le week-end, des vacances à venir, voilà, de la prochaine soirée, etc. Et donc, ouais, c'est là où on revient au fait d'être entouré, d'avoir des collègues, de partager à la fois de, bah tiens, ce matin, j'ai eu un patient, c'était vraiment dur parce qu'il s'est passé tel événement, le patient m'a confié telle chose. D'avoir les collègues pour l'accueillir, ça fait du bien aussi. Et puis, pareil, de façon réciproque, évidemment. Et puis après, on parle de choses beaucoup plus légères. Et puis, on mange du chocolat. Et ça aide aussi voilà, à faire vraiment un break, à se changer les idées et aussi à pouvoir voilà, partager un peu nos difficultés. Et en ce sens, je pense que vraiment de travailler en équipe, de côtoyer des collègues, de pouvoir partager voilà, ces petits moments de consultation, ça fait du bien et c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Ok. C'est quoi qui fait, selon toi, un bon soignant? Alors, un bon soignant, évidemment, on peut le prendre par différents bouts. Je pense pour rebondir par rapport à ce qu'on vient d'échanger, je pense que le bon soignant, il doit être épanoui, il doit être content de ce qu'il fait, il doit avoir envie de le faire. Pour soigner, pour prendre soin des autres, il faut évidemment être disponible. Ouais, je pense que vraiment le bien-être du soignant, il est vraiment important. Évidemment, ça présuppose d'avoir les bonnes connaissances, de bien travailler, de respecter voilà, les règles de bonne pratique et d'être à jour de ses connaissances et de bien se former. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense que dans l'exercice, dans le quotidien, c'est un soignant qui est content d'être là, un soignant qui a plaisir à faire son métier. Et je pense que pour renouveler son plaisir, pour l'entretenir, d'avoir des collègues, de se former, de faire d'autres activités en dehors, que ce soit en lien avec la santé ou complètement autre chose, d'avoir, je sais pas, un sport, d'avoir
de prendre du temps avec ses enfants. Ça permet de trouver justement cet équilibre, de ne pas tout miser sur le travail. Mais c'est pas évident. Surtout peut-être davantage en libéral où on peut se faire un peu piéger par nos patients qui demandent souvent plus. Et puis notre envie, nos pulsions de soignants, d'avoir du mal à dire non, d'avoir du mal à déléguer, d'avoir du mal à refuser. Et c'est vrai que dans un système actuel, hein, où la démographie médicale fait qu'il y a quand même pas assez de soignants par rapport aux besoins, et ben on peut pas non plus tout absorber. Et donc ça veut dire aussi accepter les manques du système actuel et d'accepter qu'on puisse pas y répondre complètement. Ouais. Ça me fait penser à enfin, une question, là, ce que tu viens de dire, le fait qu'il n'y ait pas assez de médecins par rapport au nombre de personnes. Moi, j'entends souvent autour de moi, parce que je suis dans une région où il n'y a pas assez de médecins, moi-même, j'ai pas de médecin traitant, j'entends tout le temps, ouais, tu te rends compte, ils prennent pas de nouveaux patients, comment on fait nous? Et en fait, je pense qu'en tant que soignant, c'est aussi, et ou même nous, en tant qu'ortho, quand on dit, bah ouais, mais par contre, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans d'attente, et que les gens le prennent mal, comment, en tant que soignant, on se prémunit de ça, de réussir à dire, ben, ouais, mais je suis désolée, c'est comme ça et je peux pas accueillir tout le monde. Enfin, c'est quand on a envie de soigner justement et qu'on s'entend dire ouais, bah c'est pas normal que vous preniez pas de patients. Comment on gère, tout simplement. Comme on peut, je pense que ça passe par l'acceptation que le système est comme ça, la démographie est telle qu'elle est, et qu'on peut pas tout supporter. Ou que ce serait dangereux de se dire, voilà, moi je vais compenser et je vais accueillir tout le monde parce qu'à un moment donné, on peut pas, on se retrouve débordé, on n'a plus le temps, on n'a plus cette disponibilité, donc il faut se protéger. Donc voilà, moi, comme beaucoup de collègues, hein, on prend plus de nouveaux patients de temps en temps à la marge, voilà, parce qu'il y a des déménagements, parce qu'il y a parfois des décès, bah, on va accueillir quand même des nouveaux patients ou des patients qui viennent d'emménager, qui habitent le même immeuble. C'est compliqué de leur dire non parce qu'évidemment, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais voilà, mais il y a des demandes qu'on est obligé de refuser parce qu'on peut pas en fait, parce que matériellement, moi, si je m'engage à suivre un nouveau patient et que je peux pas lui proposer de rendez-vous avant un mois en tant que médecin traitant, ça n'a pas de sens. On doit être disponible, on doit avoir des rendez-vous à quelques jours. Euh, et sinon, on ne peut pas remplir notre mission, en fait. Donc, accepter quelqu'un, si on ne peut pas le voir, ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment pas facile. Et c'est là que le fait d'être à plusieurs aussi permet quand même voilà, d'optimiser un petit peu son temps de travail, de se répartir à la fois les urgences, parce qu'on va quand même accueillir les urgences, évidemment. Et quand on est plusieurs, eh ben, on peut avoir des plannings qui sont voilà, un peu plus structurés et de moins être tout le temps sollicité. Ouais, ouais. En fait, sinon, à vouloir bien faire, on peut en devenir justement un mauvais soignant parce que on se surcharge, parce qu'on s'épuise ou parce que derrière on peut pas assumer la charge de travail que ça représente. Donc au final, c'est un équilibre à trouver en fait, comme tu disais tout à l'heure, comme pour le pro et le perso, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les patients et j'en ai pleinement conscience, hein. Je suis évidemment très très bien au courant et au contact des patients et voilà, je vois bien ce qu'ils vivent. Mais ça complique aussi notre exercice. C'est vrai que ça vient rajouter, on parlait hein, de difficultés aussi pour les soignants. C'est que, bah, évidemment, moi, une partie de mon métier, c'est d'adresser les patients à des spécialistes. C'est de prescrire des examens, de l'imagerie notamment, et que les délais, ils se rallongent. Et donc, une partie de mon activité qui était du diagnostic, de la prise de décision, devient aussi finalement de négocier des rendez-vous, de téléphoner à des spécialistes pour plaider la cause d'un patient, pour obtenir un rendez-vous dans des délais acceptables et adaptés. Euh, et donc on voit bien que bah, ça vient aussi impacter nous notre travail, qui est plus simplement un travail bah, comment je vais dire, de soins, c'est-à-dire vraiment de diagnostic, d'accompagnement, de traitement, mais aussi de prendre en charge ce patient et de l'accompagner dans ce parcours qui est de plus en plus compliqué pour voir un spécialiste, pour faire une imagerie. Euh, et ben c'est pas facile. Ouais, mais complètement. Puis même dans les pratiques de rééducation comme la mienne au quotidien, quand t'as pas certains examens qui n'ont pas été faits, ben des fois tu navigues un peu à vue. Moi, j'ai pour principe, par exemple, de jamais commencer une rééducation vocale s'il n'y a pas eu à minima une nasofibroscopie. Et ben en fait, j'ai eu une dame récemment qui me dit j'ai pris rendez-vous chez l'ORL, j'ai rendez-vous dans 1 an. Je fais Ouais. quoi? Je la laisse, je la laisse sans rééduque d'ici là, alors que si ça se trouve on peut avancer. Enfin, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué en fait dans la pratique quotidienne parce qu'on navigue un peu à vue, mais on s'adapte quoi. On doit vraiment s'adapter et c'est vrai que ça rajoute de la charge mentale, ça rajoute de la contrainte parce que les recommandations nous disent bah là il faut tel examen dans les 48 heures, mais c'est une blague en fait. Voilà, un scanner dans les 48 heures, c'est pas possible en fait.
Donc voilà, là, il faudrait une IRM. Ah oui, mais l'IRM, c'est 3 mois de délai. OK, donc on trouve des façons de faire, mais c'est vrai qu'on est toujours obligé un peu de bricoler, de négocier, et ça rajoute vraiment de la contrainte, de la difficulté à notre quotidien, et ça participe, je pense, aussi à l'épuisement des soignants. Donc voilà, c'est pas de notre faute, hein, c'est pas de la faute des patients, c'est pas de la faute des soignants. Il y a un système, il est comme il est. Euh, il est pas si mal en France, il faut quand même voilà, prendre un peu de recul aussi parfois. Il fonctionne pas si mal, mais c'est vrai qu'il est quand même très dégradé, et ça vient impacter aussi la façon dont on travaille. Et Ouais. je pense que quand même, malgré tout, une façon de se protéger, le fait de travailler en réseau, ça aide voilà, à optimiser un petit peu le parcours du patient, à pouvoir l'orienter, voilà, à prendre des avis pour être sûr que la consultation elle est nécessaire et pouvoir adapter les délais. Ouais. Ouais. Est-ce que tu comprends que face à tout ça, il y ait des soignants qui craquent et qui soit se mettent en arrêt ou alors se réorientent partiellement ou complètement? Bah oui, malheureusement, c'est évident, hein, on a des métiers qui sont fatigants, on a des contraintes qui sont de plus en plus nombreuses, et je pense que parfois c'est difficile de trouver le point d'équilibre ou de le maintenir, et que parfois c'est plus tenable en fait. Donc c'est vrai que c'est évidemment très triste d'arrêter ou de changer, parce que je pense que quand on décide de se former et de faire un métier de soignant, c'est qu'on a envie. Et sauf que cette envie, à un moment donné, elle tient plus parce que les contraintes en face, elles sont trop grandes. Donc je trouve ça dommage parce qu'on perd des soignants, et puis qu'en plus, voilà, on perd un peu ce qui nous avait motivé dans cette voie-là. Mais malheureusement, les conditions d'exercice, ouais, sont tellement dégradées que parfois, pour certains, c'est plus acceptable. Donc, Ouais. bah ouais, c'est vraiment regrettable. Ouais. Et là encore, au-delà du côté stress émotionnel, récemment j'ai entendu des soignants qui craquaient même au niveau financier, en mode ben là je peux pas prendre de vacances pendant les fêtes parce que la Carpimco me prend tout, donc je suis obligée de travailler pour payer la Carpimco. Et ça aussi c'est triste et ça fait que ben même un soignant qui a envie de bien exercer son métier, il se retrouve parfois coincé. Alors, on peut toujours débattre de, ben, il y a des personnes qui, au final, savent pas gérer soit leur stress, soit leur temps, soit leur argent, et que ça s'apprend et que ça peut s'améliorer. Mais le fait est que, ben, même si tu apprends à le faire, malheureusement, c'est pas évident, quoi. Les conditions sont pas faciles. Pour les médecins, il y a un remplaçant pour 10 médecins installés. Donc, pour beaucoup de médecins, s'ils prennent des vacances, ça veut dire qu'ils ne sont pas remplacés. Donc ça veut dire que les patients vont râler parce qu'effectivement, bah, leur médecin n'est pas disponible. Donc il y a une problématique d'accès aux soins sur cette période. C'est pas la faute du médecin, et en même temps, le médecin il a besoin quand même de prendre des jours de repos et de faire autre chose et de couper pour revenir en étant plus disponible. Donc oui, les situations sont compliquées, et parfois elles sont plus acceptables. Donc à qui la responsabilité? Voilà, je pense que c'est évidemment multifactoriel, mais c'est pas évident, ouais, de s'y retrouver. Donc, je Ouais. pense qu'il faut vraiment se protéger. Et en tout cas, moi, ce que j'ai identifié, ce qui fonctionnait bien, c'est d'avoir, voilà, de diversifier mon activité, d'avoir des jours off pour faire autre chose. Et puis, vraiment, au quotidien, de travailler en équipe pour partager justement ces difficultés et essayer de trouver des moyens à plusieurs et non pas tout seul dans son coin. Ok. Bah écoute, ça rejoint la question que je voulais te poser. À ton avis, le secret pour être un soignant heureux et épanoui, c'est ça, c'est d'avoir un Bah, équilibre avec des échappatoires, un entourage? je pense que d'être bien entouré sur le plan perso, de pas tout miser évidemment sur le pro, ce qui peut être tentant en début de carrière, peut-être quand on est disponible, qu'on n'a peut-être pas encore de famille, on a beaucoup de motivation, beaucoup de temps, et donc on investit beaucoup la part professionnelle. Et à un moment donné, je pense que c'est très difficile aussi de redescendre parce qu'on a peut-être une patientèle, une activité qui fait que, ou un niveau de vie, on a besoin de travailler beaucoup. Et c'est vrai que de faire évoluer sa pratique et de la concilier avec sa vie personnelle, familiale, sociale, c'est pas toujours simple. Donc il faut essayer de naviguer, voilà, pour s'y retrouver. Je pense qu'il faut oser bouger. Si vraiment quelque chose ne convient pas, je crois que ça vaut le coup de se poser et de se dire, voilà, OK, qu'est-ce que je change? Y compris prendre des décisions radicales si besoin, parce qu'il faut se protéger. Il faut se protéger, c'est quand même l'essentiel. Euh, et puis, enfin, moi, à titre personnel, voilà, c'est d'avoir vraiment d'autres projets. Alors, j'ai peut-être une tendance un peu hyperactive, mais en tout cas, de faire plein de choses, d'avoir des projets, de rencontrer du monde, de m'intéresser à plein de choses. Pour moi, c'est vraiment important. Et c'est vrai que ça fait partie de mon exercice depuis le début. Mais c'est vraiment quelque chose qui participe, en tout cas, à titre personnel, à mon équilibre pro. Ok. Ça me fait penser à la métaphore du masque dans l'avion. C'est vraiment mettre son masque à oxygène à soi avant de pouvoir aller s'occuper des autres, quoi. Être un peu égoïste avant de pouvoir être altruiste quelque part.
Je sais pas si c'est être égoïste, c'est juste que voilà, c'est comme ça. On a aussi besoin de nous de nous ressourcer. Et voilà, on passe nos journées à donner des conseils et des changements de vie à nos patients. Et voilà, et c'est bien de temps en temps aussi de se les appliquer. Ouais, bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que la notion d'égoïsme, souvent, elle est un peu vue enfin, d'un point de vue un peu péjoratif, mais en fait, c'est au final réussir à penser à soi pour pouvoir penser aux autres, quoi, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est bien résumé. Est-ce qu'il y a une notion, un mot, un message sur lequel tu as envie de conclure cet épisode? Alors, un message clé. Bon, je pense qu'il faut oser. C'est un mot qui me plaît bien, c'est-à-dire oser se lancer, voilà, se renouveler, re-questionner sa pratique, changer des choses. Si ça ne nous convient pas, en tout cas, voilà, de ne pas rester dans quelque chose qui ne convient pas, si on peut. Mais je pense que voilà, il faut se donner les moyens, en tout cas essayer de se dire, OK, là, la situation, je ne m'y retrouve pas complètement, et donc je pense que ça vaut le coup d'oser opérer quelques changements. Ok. Écoute, merci beaucoup. On peut te retrouver sur Instagram, donc je mettrai le lien de ton compte dans la description. Merci d'avoir participé à ce podcast. Franchement, c'était un plaisir d'avoir ton retour en tant que ben, médecin et créateur de contenu, on peut le dire. Donc, Voilà, on peut dire ça comme ça. Eh ben, avec grand plaisir. Merci, Sohen. Très heureux d'avoir pu partager un petit bout de mon expérience. Et puis, eh ben, à bientôt sur les réseaux. eh ben, merci à toi, à bientôt. Et puis pour les auditeurs du podcast, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur.